Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux m'écouter pour ce talk où on va parler de Dockerfile et on va parler de Buildpacks. Vous êtes au bon endroit si vous êtes un développeur, une développeuse. Vous êtes au bon endroit si vous êtes un ops. Et vous êtes aussi au bon endroit si vous faites joujou avec Docker régulièrement ou pas. Alors comment ça marche Docker? Comment on fait pour exécuter des applications dans Docker? En fait, c'est facile. On écrit un Dockerfile et hop, on envoie une application en production. En fait, non, hein, on est tous d'accord, hein, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Moi, j'ai écrit énormément de très mauvais Dockerfiles. Voilà quelques-unes de mes réalisations dont je ne suis pas forcément très très fier. Pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec Docker et les Dockerfiles, ben voilà, vous aurez vite compris ce qui pose problème dans ces deux très jolis Dockerfiles très petits et néanmoins très sympathiques. Mais voilà, finalement, là, on a des problèmes de layering, de sécurité. Je ne vous parle même pas du Dockerfile Java, là, avec le mven Spring Boot 2.run. Il n'y a rien qui va. Moi, je m'appelle Julien. Je suis freelance. Ma boîte s'appelle Code Caillot. C'est parce que je suis un peu geek. J'aime bien Star Wars. J'aime bien Dragon Ball. Et donc, il me fallait un nom avec un élément Dragon Ball dedans, tout simplement. Je suis aussi associé chez Équité. La team Équité est présente dans la salle. Ouais. Et j'enseigne à l'Université de Lille depuis une dizaine d'années. J'ai croisé des anciens étudiants ici. Et j'enseigne le dev Java. Je suis aussi speaker. C'est ma 3e conf. J'étais speaker au DevFest de Lille l'année dernière, à Sony Tech en début d'été. Et je suis là aussi aujourd'hui avec vous. J'ai double casquette à Claude Nord. J'ai fait aussi partie de la team des reviewers. Alors, j'ai pas voté pour mon talk, j'ai pas le droit, mais voilà. Si la sélection d'aujourd'hui vous plaît ou ne vous plaît pas, je suis en partie responsable de ça aussi. On va d'abord parler un petit peu des Dockerfiles. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Comment Docker construit des images à partir d'un Dockerfile? Et ben en fait, ce que fait Docker, c'est que, un peu basiquement, il va exécuter notre Dockerfile. Il va passer sur chaque ligne du Dockerfile et puis produire à la fin une image de container. Il fait ça alors, en utilisant des containers intermédiaires et puis snapshot du file system. Si on regarde un petit peu comment on écrit un Dockerfile, on peut trouver de la doc, notamment sur le site de Docker. Je suis tombé sur ce joli Dockerfile. Il est assez récent, hein, je vous ai mis la date du post de blog, donc c'est leur Hello World Spring Boot, qui date de mai 2022. Dans ce Dockerfile, il n'y a rien du tout qui va, en fait. Il y a quelques petites layers qui sont construites pour afficher, pour intégrer le pom.xml, charger les dépendances. On part d'un JDK 17, pourquoi pas. En 2022, 17, c'est bien la LTS de Java, donc c'est plutôt une bonne idée de partir là-dessus. On y insère Maven, on y insère un pom.xml, on télécharge les dépendances, un peu comme si on faisait un npm install. On récupère le code source, on le met dans l'image Docker, et puis après on fait Spring Boot 2.run. Alors ce truc-là, ça va compiler l'application et l'exécuter. C'est mis dans une directive commande, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va démarrer le container, on va compiler l'application et ensuite exécuter l'application. Peut-être qu'il aurait été intéressant de d'abord compiler, mettre un binaire compilé dans l'image et puis simplement exécuter notre application au démarrage. Donc voilà, donc ça c'est une des précaux de Docker qu'on peut trouver sur Internet pour écrire un Dockerfile pour un applicatif Java et Spring Boot. La préco de Spring Boot, elle est un peu différente. Ils ont un article aussi sur leur site web qui nous propose, donc c'est un article plus récent hein, qui date de février 23. Et là, on voit tout de suite que le Dockerfile, ben, il est un poil plus long. Hein. Je peux scroller un peu, là on voit qu'il fait déjà des 24 lignes. Et il a l'air un poil plus compliqué. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous proposent les gens de chez Spring Boot?
c'est déjà de découper notre Dockerfile en deux grandes étapes. On a deux stages. Un stage qui va faire la partie build, compilation de notre application, et un stage qui va faire l'exécution. Donc finalement, ne pas faire les deux opérations au démarrage, mais bien séparer les choses. Là, grosso modo, on retrouve des copies comme on avait dans le Dockerfile précédent, et on a un MVN install pour aller compiler notre application et produire un binaire qui sera un jar. Donc là, il y a une petite commande un peu magique où on ne sait pas trop ce que ça fait. Ça fait un mkdir et puis ça fait un jar-xf. Donc dans le détail, ce que fait Spring Boot, ce que fait le packager de Spring Boot en Maven, c'est qu'il produit ce qu'on appelle un fat jar donc qui va contenir le code et toutes les dépendances. Et donc là, la commande jar-xf, ça extrait le jar, ça l'ouvre et ça sort toutes les dépendances dans un fichier target dependency. Et pourquoi on fait ça? Pour l'étape suivante. Pour le stage de run, en fait, là, ils nous ont mis un petit bout de sécurité chez Spring. Ils nous disent, voilà, peut-être qu'avoir une image Docker qui contient un user root qui va exécuter notre application, c'est peut-être pas ouf. Et donc, ça serait bien d'avoir un petit user. Et donc, ils nous créent un user. Ensuite, ils nous créent tout un tas de layers qui proviennent du stage précédent. Avec des copies --from là, et puis on va aller chercher bootinf, metainf, bootinf classes. Donc tout ça pour construire notre image, et puis à la fin, on l'exécute avec un java-cp. Et puis toutes les options qui vont bien. Et donc ça, c'est la préco de Spring pour écrire un Dockerfile Spring Boot. Est-ce que ce Dockerfile était parfait? Peut-être pas en fait. Et puis surtout, est-ce qu'on attend de la part d'un développeur ou d'une développeuse d'être capable d'écrire des Dockerfiles aussi compliqués? On peut vraiment se poser la question. Dans le Dockerfile de Spring Boot, je suis certain qu'on peut trouver tout un tas de problèmes en fait encore. La partie sécu, elle était peut-être pas complète. Peut-être que le layering n'était pas parfait. Si on veut ajouter des certificats, peut-être qu'on va avoir des soucis. Et donc, voilà, est-ce qu'on attend vraiment de nos développeurs de devoir écrire ce genre de Dockerfile? Alors là, je vous ai montré un Dockerfile pour du Java, du Spring Boot. Comment fait un développeur pour écrire ça? Il va chercher sur Stack Overflow, il va chercher sur des articles de blog, il demande à ChatGPT pour générer un Dockerfile. Je ne sais pas trop. Et donc, quel est le problème avec les Dockerfiles en fait? Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi ça nous pose des problèmes? Sur Twitter, il y a Darren Shepherd qui a créé K3S, une distribution Kubernetes, qui a tweeté assez récemment tous les problèmes qu'il lui rencontrait avec des Dockerfiles et avec la construction d'images Docker. Et dans ces tweets-là, il nous dit le caching, c'est l'horreur. Les layers, c'est trop 2018. Pourquoi on doit encore gérer des layers nous-mêmes? Le multi-stage Docker, c'est sympa, mais en fait, on a besoin que de deux stages. On construit l'application et on exécute l'application. Pourquoi, à chaque fois qu'on construit une image Docker, on doit copier notre code source à l'intérieur de l'image? Les layers, ça craint, etc. etc. Donc, écrire un Dockerfile, ça nécessite de choisir une image de base, d'optimiser les layers, de choisir un script de démarrage qui soit capable de gérer les signaux d'extinction des trucs. C'est l'enfer, de gérer de la configuration, de la sécurité. J'ai listé quelques trucs, mais c'est pas exhaustif. C'est vraiment très compliqué, écrire un Dockerfile, et ça nécessite de vraiment rentrer très très bas niveau sur ce qu'on souhaite faire. Donc ça, c'est les Dockerfiles. Et les Dockerfiles nous servent à produire des images Docker. Une image Docker, en fait, qu'est-ce que c'est? On peut s'y intéresser aussi une petite minute. Oula, qu'est-ce qui se passe? C'est mon setup là qui bug. En fait, une image Docker, on peut peut-être parler aussi d'image OCI. OCI, c'est l'Open Container Initiative. En fait, si vous voulez, l'OCI, c'est un peu la standardisation. Décidément, mon setup il est fatigué, hein. Trop tôt le matin. C'est un peu la standardisation de la définition d'une image Docker. Docker a retransmis en fait tous leurs travaux
à l'Open Container Initiative dans le but de pouvoir standardiser ce que c'est une image, ce que c'est un registry, pour pouvoir développer d'autres outils qui seraient compatibles avec ces normes-là. Et donc en fait, ça a été fait en 2015. On pourrait dire que ça ne produit plus des images Docker, mais en fait ça produit des images OCI. La vision, ce qu'on a souvent d'une image Docker, d'une image OCI, c'est celle-ci, les layers. En fait, on a tous cette vision un peu mentale, cette vision qu'on voit sur des articles de blog, des différentes layers de nos images Docker qui s'empilent avec souvent 3 grandes couches, une couche distribution quand on en a une, qui sera peut-être une Ubuntu, une Debian, ce qu'on souhaite finalement. Et donc, il va contenir les bases du système d'exploitation et les binaires qu'on va vouloir utiliser dans notre image. Ensuite, souvent, alors quand on utilise un langage, un middleware, on aura une couche de runtime de middleware, donc que ce soit un Java, un Node, un Bun, ce qu'on souhaite, un Python et d'autres trucs un peu exotiques. Pourquoi pas. Et puis ensuite, on a notre code qui va être dans la layer la plus haute. Ça, c'est ce qu'on voit souvent. C'est une jolie représentation. Et en fait, finalement, une image, c'est ça. En fait, c'est un gros morceau de JSON avec des fichiers tar gz. Et donc, ce genre de fichier, on appelle ça un manifeste d'image OCI. Et donc, on voit là dans le JSON qu'on a un bloc layers avec l'ensemble des références vers les fichiers tar gz qui vont correspondre à chaque contenu de layer. Et puis, on a aussi un bloc de configuration qui référence à un autre JSON et qui va contenir la configuration de notre image. Parce qu'une image OCI, c'est pas que du file system, c'est pas que des fichiers empilés en layer, c'est aussi de la conf. Et dans la conf, on trouve pour quelle architecture de processeur l'image elle fonctionne. Est-ce que c'est de l'ARM, est-ce que c'est du x86-64, ce genre de trucs, les variables d'environnement, les users, les labels des images, les commandes, les ports, tous ces trucs qu'on met un peu toutes les métadonnées qu'on met dans nos images Docker, elles sont présentées dans un JSON qui a cette tronche-là. Donc si on regarde là la config d'une distribution Eclipse Temurin pour Java, on y retrouve l'architecture AMD64, et puis j'avais enlevé des transitions, et puis les variables d'environnement qui sont setées par défaut, ce genre de choses. Donc tout ça, ça compose une image OCI. Heureusement qu'ils n'ont pas choisi YAML comme format, hein. JSON, c'est quand même pas mal. Si on fait un Docker Image Inspect, on va retrouver exactement ce même genre d'informations. Donc là, c'est le moment aussi de tester mon setup de démo. Alors je l'ai déjà validé, mais bon là, il a pas l'air de vouloir... Alors normalement, je clique là et ça fait un effet waouh de ouf parce que ça ouvre un shell et... Ah bah si, voilà. Et ça tape tout seul. Waouh, c'est génial. J'ai vraiment préparé cette conf. J'ai vraiment investi sur le truc. J'espère que j'avais poolé l'image aussi, ouais. Et donc là, vous voyez un joli JSON quand on fait Docker Image Inspect et qu'on donne un nom d'image, et on récupère finalement un peu les mêmes infos que ce qu'on peut avoir quand on observe finalement un manifeste d'image OCI. On y voit la configuration du container, enfin de l'image finalement. Donc on voit les variables d'environnement, les commandes, les labels, voilà. Et puis il y a la partie layering qui est ici. En fait, on voit tout en bas là, rootfs, avec les différentes layers qui sont déclarées. Donc voilà, donc Docker en fait utilise ces principes-là pour manipuler les images avec cette notion de manifeste. Et donc pour résumer, une image OCI, c'est bêtement, simplement des fichiers tar.gz. Chaque fichier aura un digest SHA-256, hein, donc c'est la fameuse suite de nombres et de lettres qui permet de l'identifier. On dit qu'ils sont adressables, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Et puis c'est de la configuration et tout ça au format JSON. Donc finalement, une image Docker, hein, c'est assez simple et on pourrait se poser des questions si on était capable de générer tout ça, si on était capable d'écrire un programme, c'est ce que Docker a fait, hein, d'écrire un programme qui génère le fichier JSON de manifeste, qui génère des tar.gz
qui génère un fichier de configuration, en fait, on pourrait créer des images OCI sans avoir besoin d'écrire de Dockerfile. Et donc voilà la question qu'on peut se poser. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'on pourrait aussi imaginer modifier une image juste en changeant le manifeste de l'image. Par exemple, faire des trucs un peu foufou, remplacer des layers, du style j'ai une layer Ubuntu 18, dedans il y a des failles de sécurité. J'ai pas envie de rebuilder toute mon application, je voudrais remplacer ma layer Ubuntu 18 par une layer Ubuntu 22. On modifie le JSON, on reposte le truc dans un registry, par exemple. Des trucs un peu dingues. Et ben c'est là qu'interviennent les build packs. Alors les build packs, donc vous retrouvez toutes les infos sur le site buildpacks.io. Pour présenter le projet, c'est quelque chose qui va nous permettre de prendre du code source et de le transformer en image OCI sans avoir besoin d'écrire de Dockerfile, tout simplement. C'est un concept qui date pas d'hier. Ça a été conceptualisé et créé par Heroku en 2011, quand ils ont créé leur propre plateforme as a service en mode multilanguage. En fait, ils ont créé leurs premiers build packs pour être capable de dire, bah voilà, je prends ton code, j'en fais quelque chose, un binaire, et puis ensuite, je peux exécuter ce truc-là. À l'époque, ils ne construisaient pas forcément d'images de containers, mais ils ont évolué vers cette direction plus tard. Cette notion de build packs qui a été créée par Heroku, ça a été reversé à la CNCF, et donc c'est nommé aujourd'hui les Cloud Native Build Packs. Et donc c'est un projet qui est en incubating depuis le 2018. Et donc ça fait partie du landscape que nous a montré Seb tout à l'heure. Et donc voilà. Donc comment ça fonctionne finalement? Donc il y a quand même des petites choses derrière, hein. Je disais que ça prend le code source et puis ça va vous produire une image. Pour produire une image, il va falloir de l'outillage, il va falloir des compilateurs, il va falloir d'être capable de produire des layers, de les exporter, etc. Et donc, les build packs vont utiliser des images OCI qui vont contenir tout le code qui fait ça. Donc, c'est ce qu'on va appeler un builder. Dans un builder, il y aura des build packs. On va coupler ça avec le code source et à la fin, on récupérera une image de notre application qui sera exécutable. Si on essaie d'observer, par exemple, on imagine qu'on a notre code source sur la droite, on exécute un build pack, il va nous choisir une image de base. Le code de notre application sera analysé. Là, on aura détecté, par exemple, que c'était du code JS pour du Node. Et le build pack Node.js va rajouter des layers dans notre image finale. Donc, il va rajouter, par exemple, des certificats, installer le runtime Node, faire le npm install pour récupérer toutes les dépendances, et ensuite aller positionner les scripts qui vont bien pour faire le démarrage de notre image, donc le fameux npm start quelque chose. Donc ça, c'est comment va fonctionner un build pack finalement. On prend le code source, on a une phase de détection pour aller voir de quoi est constitué le code source. Est-ce que c'est du code source Node, est-ce que c'est du code source Java, Go, Python, Rust, Ruby, tout ce qu'on veut. Et puis, le build pack va venir ensuite, en fonction du code source, aller créer les différentes layers qui correspondent aux bonnes pratiques de la construction d'images du langage. Dans le vocabulaire, il y a la notion de builder. Le builder, c'est le truc qui va construire les images. Le build pack, c'est un truc qui contribue une ou plusieurs layers dans les images finales. Donc, dans un builder, on va retrouver souvent un build pack pour Node, un build pack pour Java, un build pack pour Go. Et donc chacun de ces build packs est capable d'aller créer les layers qui vont bien pour chaque langage. Il y a aussi des notions d'image de build. Le builder, en fait, c'est une image OCI, donc il a sa propre image de base. Là, c'est un petit peu compliqué, hein. On est dans des trucs un peu méta. Et puis, on a aussi une image de run. Sur la vidéo de tout à l'heure, là, c'était Ubuntu, hein, l'image qui servait d'image de base pour notre image OCI finale. Et donc, cette run image, c'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver dans nos images applicatives. Dans un build pack, oula, qu'est-ce qui se passe? Je résume la présentation, s'il te plaît. Pourquoi il se met comme ça, lui?
Dans un build pack, on va retrouver 2 binaires. Alors, je vous dis tout ça pour vous imaginer un petit peu comment ça fonctionne, hein. Je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails, hein, mais il y a bien quelque chose qui fait de la détection. Donc le build pack, il va regarder, est-ce que moi, je suis concerné par le code source que je vois dans la phase de construction. Et puis, il y a quelque chose qui va faire le build et qui va contribuer les différentes layers de notre image définitive. Le code source, il va être monté à l'intérieur de notre image de builder. Chaque build pack sera interrogé. On va construire nos images et puis à la fin, on va avoir un ensemble de layers qui seront exportés. Je vous refais la vidéo de tout à l'heure, mais avec des schémas étape par étape pour vous réexpliquer comment ça fonctionne. Notre builder, c'est une image OCI. Donc on est dans un container. Dans un container, on aura une arborescence de répertoire qui est normée. On est sur un produit CNCF. Buildpack, c'est une norme, on peut l'implémenter si on souhaite. Il y a la norme qui dit qu'il nous faut un répertoire /CNB pour Clone Native Buildpack. Et on a un répertoire Lifecycle qui va contenir grosso modo 3 scripts importants, un script détecteur, un script builder et un script exporteur. On imagine déjà à quoi ils servent. En plus, dans notre builder, on aura les buildpacks qui seront intégrés. Donc on va avoir une image OCI qui va tout contenir. On aura les buildpacks, donc là j'ai mis des exemples, Node, Go, Java. Et donc dans chaque buildpack, on aura un script qui permet de dire est-ce que le buildpack il est éligible pour la construction du code source dans lequel on est, et puis un script qui va faire la construction. Le code source sera monté, vous savez, avec un mount Docker. Il sera monté dans l'image du builder. Et donc là, par exemple, pour du Java, on va avoir un répertoire source, un pom.xml, et puis on va avoir des fichiers .java dans notre répertoire source. La phase de détection, donc le script detector, il va aller interroger chacun des buildpacks, et chacun des buildpacks va dire oui ou non, est-ce que je suis intéressé par ce code source. Donc là, on va avoir le buildpack Java qui dit ouais, moi je trouve ce code hyper cool, et pas du tout ancien, c'est vraiment cool de faire du Java. Ensuite, le script builder va exécuter les buildpacks qui sont intéressés. Et donc notre buildpack Java, on va exécuter le build qui va bien. Et le buildpack Java, lui, il va produire des layers dans un répertoire layers. Et lui, il va raisonnablement produire une layer qui va contenir notre environnement d'exécution, notre middleware, notre JRE, et peut-être un jar avec notre code source qui sera compilé. Et à la fin, on a l'exporteur qui va aller choper toutes les layers qui ont été construites, produire les fichiers tar.gz, produire un manifeste et pousser notre image dans un registre. Le builder, il peut aussi faire plein de trucs foufou. Il peut aller charger du cache si on lui donne les bons petits paramètres. Donc son cache, il va aller le chercher depuis un registre. Un truc de dingue, c'est que les layers qui seront produites seront reproductibles. J'y reviendrai après. Le builder, c'est une image OCI et ça ne s'exécute pas en route. Vous savez, un des soucis de Docker, c'est que Docker, souvent, c'est un process qui tourne en route sur les machines. Et donc, ça pose problème souvent aux équipes Ops. Et bien là, le builder, ça ne s'exécute pas en route. Ça veut dire qu'on peut faire tourner les builders dans Kubernetes, par exemple, facilement. Et pas avoir besoin d'instancier des démons Docker, dans du Docker in Docker, des trucs un peu chelous. Et donc ça, c'est plutôt chouette. Et comment ça marche en fait concrètement? Eh ben, il y a un CLI qui permet d'utiliser facilement les buildpacks. Ce CLI, il s'appelle pack et il va permettre d'exécuter des builders pour construire des images. Donc ça s'installe. Alors moi, j'ai des systèmes d'exploitation Ubuntu un peu partout chez moi, et donc je fais des apt-get install pour aller installer mes outils. Si vous allez sur buildpack.io, vous allez retrouver toutes les procédures d'installation du CLI. Mais voilà la procédure sur une Ubuntu. Comme dans la majorité des CLI intelligents, on retrouve les premiers secours avec le pack-help qui va nous donner la liste. Oh là, si j'avais quitté mon bat là, ça se serait bien passé. Hop, on reclique Julien. Premier secours pack-help.
Et donc ce truc-là, il va nous dire voilà, quelles sont les différentes commandes qu'on va pouvoir exécuter. On a le pack build. J'ai encore des micros? Ouais. On a le pack build qui va nous permettre de créer des images. Et puis vous pouvez voir qu'on aura des packs inspect, des packs rebase, ça c'est foufou, des packs sbom, ça on en reparlera aussi, qui vont nous aider à manipuler finalement nos build packs et les images qui seront générées. Comment on construit une image? Avec la dernière commande qui est sur ce slide, on fait pack build, on donne le nom de l'image qu'on veut construire et le nom d'un builder. Je vous parlerai des builders juste après, hein, je vais vous en montrer quelques-uns. Là, on va simplement voir ce qui se passe quand on construit une image. Wow, c'est vraiment génial. Je suis hyper fier de ce truc-là. Alors, j'ai pompé l'idée à Hubert Sablonnière, qui a fait quelque chose de similaire sur ses présentations autour du web et des cookies et des caches HTTP. C'est vraiment cool. Ok, donc quand je fais pack build, donc on voit que ça va chercher des choses. On voit analyzing, là, vous voyez, ça fait... il est allé chercher des infos et essayer d'analyser des trucs. On va parcourir un peu ces logs, hein, pour que je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Donc il dit j'ai pas trouvé d'image qui s'appelle ma jolie image. Ensuite il dit on voit cette phase de détection. Vous voyez le script detector là qui s'est exécuté. Et il dit sur les 26 build packs que je contiens, il y en a 10 qui sont éligibles pour le code source dans lequel on est. Alors, qu'est-ce qui peut être intéressant là-dedans? C'est de voir que on a Bellsoft Liberica. Bellsoft, c'est une JVM, c'est une distribution de JVM. Alors, ils ont choisi celle-là par défaut. On voit des trucs autour d'Apache, pourquoi pas Apache Tomcat. On voit Maven, ça c'est intéressant parce que mon application, elle contient un pom.xml. Là, je ne vous ai pas montré mon code. Et puis on voit des choses autour de Spring Boot. Et donc là, le builder a détecté qu'on a 10 build packs qui seront éligibles pour la construction de mon image. Et puis ensuite, les build packs sont exécutés. Donc dans un ordre assez précis et déterministe. Donc on a des certificats qui sont positionnés. On a ensuite le build pack avec la JVM qui s'exécute pour créer les layers associés. Et il est encore en train de s'exécuter parce que il télécharge un JRE sur ma 5G et ça a l'air d'être un petit peu long. On va attendre quelques secondes et puis je mettrai fin à cette démo si ça se débloque pas rapidement. Je vous fais une petite danse en attendant. Une petite chanson. Je connais très bien la chanson de Dewey. Ah, ça se débloque. Donc vous voyez là, il nous dit donc il a téléchargé un JDK, un JRE plus exactement. Et puis ensuite il nous liste j'ai contribué des choses dans des layers, voilà. Il retélécharge quelque chose. Je pense que je vais laisser tourner ça et puis je vais revenir sur mes slides et continuer à vous raconter des choses. Ah non, ça se débloque juste quand je... Ah voilà, ça y est, ça c'est le grand moment. Là, il est en train de compiler mon application. Build success. Il crée des trucs, il crée des layers, blablabla, blabla. Hop, successfully built image. Super. Donc voilà comment ça s'exécute. Donc on voit bien cette séquence de scripts qui s'exécutent avec cette phase de détection dans laquelle on regarde quels sont les build packs qui sont éligibles. La phase de restauration, je la passe. On a la phase de construction où on va produire les différentes layers qui vont constituer notre image. Et puis, donc on voit ici notre compilation Spring qui s'est exécutée. Ploup, ploup, ploup. Et puis à la fin, il y a un jar exécutable qui a été créé. Il y a un build pack Spring Boot qui est venu faire. Vous vous souvenez, hein, tout à l'heure, il y avait un truc qui faisait un jar-xf pour extraire nos dépendances Spring Boot, éclater notre jar. Et ce build pack, il fait la même chose. Et puis à la fin, vous voyez, ça exporte des layers. Clac, 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 clac. Et puis à la fin, on a récupéré une jolie image. Super. Je ne vous ai pas montré, mais on est bien dans un code source. Dans un code source Spring Boot, hein, c'est le Java Pet Store de Spring Boot, avec du pom.xml, avec des src main Java, des fichiers Java, etc. Ok, donc voilà comment ça se passe la construction d'une image. Je peux même vous faire peut-être le... tac. Ah ouais non, je voulais pas exécuter ça, merci. Vas-y, va-t'en.
Qu'est-ce qu'il fait? Au secours! Help! Send help, please. Waouh! Il a tout pété. Je vais cliquer là-dessus. En fait, oh, c'est le piège. Hop, voilà, il me remet ça bien. Nickel. On est content. Tac. Moi, ce que je voulais faire, c'était simplement un Docker image ls pour voir que ma jolie image. Où est-ce qu'elle est, ma jolie image? Elle est là. Hop. Elle a été créée il y a 43 ans. Ah. Alors, on vient de le faire tout de suite, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, c'est bien celle-là, hein. Elle fait 315 mégas. On est content. Ça vous dit, on fait un inspect? Ma jolie image. Latest. Clic. Vous voyez, ça, c'est bien aujourd'hui, hein. Je vous ai pas menti. Même si l'image, elle a 43 ans. On va voir pourquoi après. Super, c'est très bien. Ouah, ça, non, ça, c'est la folie. Je vais pas vous montrer ça. Ça vous dit, on fait un dive? Vous connaissez Dive? Ça permet d'aller voir les différentes layers. Ma jolie image de point latest. Ça permet d'aller explorer une image Docker, enfin une image OCI, et puis de voir les différentes layers qui composent notre image. Et donc, on peut naviguer dedans. C'est un peu compliqué à utiliser. Néanmoins, ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a plein de layers. Vous voyez là à gauche? Tout ça, c'est les layers de mon image qui a été générée. Donc, il y en a un petit paquet. Et puis, ce que je voudrais, c'est juste les change. Je fais ça. Et puis, je veux voir ce que chaque layer a ajouté. Tac, ouais, le A. J'enlève le R, j'enlève le M, j'enlève le U. Touc. Je reviens là. Et donc, on voit que chaque layer a contribué à un certain nombre de fichiers. Donc ici, là, on a une layer de 24 mégas avec des certificats. On a plus loin, plap, 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 encore des certificats. Celle qui va être intéressante, c'est celle-ci. Je pense que dans cette layer, on va retrouver notre JRE. Voilà. Et puis, si on descend, on a une layer de 57 mégas. 57 mégas ici, vous voyez, ça, c'est mon application qui a été buildée. Donc là, on a tous les jars que contient l'application. Et ici, on a notre code source avec le bootloader de Spring Boot. J'arrive pas à scroller là sur la droite. Bon, vous allez devoir me croire sur parole, la résolution n'est pas folle. Mais donc là, il y a mon code source qui a été compilé. On quitte ce truc. Bye bye. On nettoie ici. Hop, on fait pas la bêtise de tout à l'heure. Voilà. Donc voilà comment ça se passe la construction d'une image. Je vous ai montré qu'on faisait un pack build avec un builder en paramètres, mais comment on fait pour choisir un builder? Bon, en fait, la communauté a créé des builders. Le builder le plus utilisé, c'est un builder qui s'appelle Paketo, qui est créé par une alliance de Cloud Foundry et de VMware. Ce qui est intéressant, c'est que comme les builders, c'est des images OCI, et ben on peut faire des trucs comme Docker Container Run pour aller rentrer dans un builder, ouvrir un shell dans un builder et regarder ce qu'il y a dedans. Et en particulier, vous vous souvenez sur le schéma que je vous ai présenté tout à l'heure, je vous avais montré que dans un builder, il y avait une arborescence de répertoires particulières avec un répertoire /CNB qui va contenir le contenu de notre build pack. Et donc, si on exécute ce truc-là, on va aller regarder le contenu du builder Paketo buildpacks /builder. Et puis, on fait un ls dedans pour voir ce que ça contient. Et donc, ça nous liste l'ensemble des build packs que Paketo a packagé au sein de leur builder. Donc, grosso modo, ça veut dire quels sont les langages de programmation qui sont supportés par notre build pack. Donc, vous voyez qu'il y a plein de choses. On a vu tout à l'heure la partie Maven, Java, etc. On voit du Node par ici. On voit des trucs comme du Datadog, donc pour pouvoir aller installer les agents qui vont bien à l'intérieur de nos images. On voit du .NET pour les gens qui veulent faire du .NET dans des containers qu'on fait tourner sous Linux. On voit du Go, on voit du Rails, du Ruby, des choses comme ça. Donc voilà, donc on a un certain nombre de langages qui sont supportés par ce build pack. Donc grosso modo, on va pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut. Et puis si on regarde alors le builder Paketo Base, le builder de .base, là, ce qu'il fait, c'est qu'il lui construit des images avec une layer de système d'exploitation Ubuntu. Il y a aussi un builder Paketo Tiny qui permet de construire des images distroless. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi.
Si on veut, d'un point de vue sécu, limiter les surfaces d'impact, les surfaces d'attaque de nos images, on peut faire du disk-proless aussi. Je ne vais pas aller ouvrir celui-là, mais grosso modo, on y retrouve les mêmes langages. On a aussi Heroku qui fournit ces build packs, forcément, puisqu'ils sont aussi créateurs du principe. Et donc Heroku, eux, ce qu'ils nous proposent à l'exécution et à la construction, hop, eh ben en fait, c'est un ensemble un peu plus léger. Néanmoins, on voit qu'on a les langages Go, Java, Node, on a du PHP, du Python, du Ruby, on a Scala aussi. Donc ils ont un petit peu moins de build pack dans leur image, mais ils sont plus condensés. C'est-à-dire que pour Java, on retrouve ici Java JVM Maven. Tout à l'heure, quand on a instancié, quand on a créé notre application Spring Boot, notre image d'application Spring Boot, on a un build pack CA Certificates qui a été exécuté, un SIFT. On a le Spring Boot, le Java, le JVM, etc. Donc il y en a un petit peu plus. Bah là, en fait, ils ont tout condensé dans des build packs un peu plus petits. Et puis on a aussi Google qui fournit des builders. Et donc, pareil, on peut aller voir ce qu'ils nous proposent. Toujours dans leur image, donc GCRIO, Buildpacks, Builder, Google. Hop, eux, ils nous proposent des trucs un peu plus exotiques. On voit du Dart, on a du .NET, on a du Go, du Java, du Node, du PHP aussi, du Python, Ruby. Donc voilà ce qu'ils nous proposent. Et donc tout ça, hein, finalement, si vous avez une application dans un de ces langages, bah, en fait, vous pouvez dès maintenant produire des images et supprimer vos Dockerfiles de vos projets. Donc la construction d'une image, on l'a vu, je vous l'ai montré tout à l'heure. En fait, tout ça, on l'a déjà fait. J'avais pris un peu d'avance. Donc on construit une image avec la commande pack build. On passe le nom de l'image, destination en paramètres. Et puis on donne l'info quel builder qu'on souhaite utiliser. On peut parcourir les images construites avec Dive, comme on peut le faire avec n'importe quelle image, et puis aussi faire des Docker Image Inspect pour aller consulter ce que contiennent nos images et comment elles sont configurées. Je pense que je vais avancer un petit peu. Alors si on regarde l'image produite par notre build pack, en fait, on a vu ensemble, hein, quand on a parcouru en Dive, qu'il y avait tout un tas de layers, et puis on a vu qu'il y avait une layer avec des jars, une layer avec notre code source, une layer avec le JRE. Et ben en fait, ce que fait le build pack de Paketo, c'est que quand il nous construit une image pour une application Spring Boot, et ben il suit les bonnes pratiques de Spring Boot. Et puis aussi, chose amusante, ben finalement, l'image que construit le build pack de Paketo, elle est plus petite en poids que l'image qui est construite par le Dockerfile que je vous avais montré en début de présentation. Le Dockerfile de Spring Boot avec toutes les layers là, qui étaient un petit peu compliquées. Donc ça nous permet finalement de reprendre toutes les bonnes pratiques que les concepteurs de langage, de framework peuvent mettre en place, les hériter, pas avoir à les implémenter nous-mêmes, et puis peut-être aussi gagner quelques précieux mégaoctets quand on produit nos images Docker, nos images OCI. Je vous ai montré du Spring Boot, mais si on produit une image Node pour une application Node, et ben finalement on va retrouver ce qu'on retrouve en général, une layer système d'exploitation, les certificats, le runtime node, nos nodes modules, et puis ensuite nos couches applicatives un peu plus haut avec l'ensemble de notre code. J'ai pas fait l'exercice pour Python, pour Ruby, je maîtrise pas tellement ces langages. Vous me dites, c'est cool ton truc là, mais moi je l'ai jamais vu en production, qui est-ce qui s'en sert? En fait, Google s'en sert. Dans un truc qui peut paraître un petit peu désuet, hein, le Google App Engine. Mais finalement, Google, eux, ils utilisent leur build pack à eux dans App Engine. Vous mettez votre code, ça l'exécute. Et derrière, il y a du build pack. Ils ne sont pas arrêtés à ça.
Si vous faites du Cloud Run avec le mode, on pousse notre code, hein, pas en mode je fournis mes containers déjà tout construit. Derrière, c'est des build packs qui vont produire les images qui seront exécutées ensuite sur Cloud Run. Forcément, vous vous en doutez, dans les Cloud Functions de Google, toujours le même principe, quand vous poussez votre code, derrière, c'est un build pack qui va prendre la main pour construire une image pour l'exécuter. Et puis aussi, Azure, ils ont décidé de faire la même chose, parce qu'ils ont trouvé ça intelligent. Et donc, quand vous faites des container apps et que vous les utilisez en mode serverless, vous poussez votre code derrière, c'est des build packs. Si vous êtes utilisateur de GitLab et que vous avez déjà testé leur produit AutoDevOps, qui magiquement détecte comment votre code d'application produit une image et la déploie sur un cluster Kubernetes, ça utilise aussi un build pack. La liste est longue, hein. Knative, si vous utilisez ça sur vos clusters pour faire du serverless, ça utilise des build packs. Il y a un truc qui s'appelle Doku, je ne le connais pas, mais ça fait aussi du serverless, ça utilise des build packs. Spring Boot, alors on a vu ensemble qu'on pouvait construire des applications Spring Boot avec des build packs. Là, c'est un peu croppé sur le slide. Si vous faites mvn spring-boot build image, ça construit une image OCI de votre application en utilisant les build packs. Donc c'est une tâche Maven qui va aller ne va pas passer par le CLI pack, mais exécuter un builder et produire une image à partir de votre code source. Et puis aussi, il y a un produit qui s'appelle Riff, qui fait des fonctions serverless, qui utilise aussi les build packs. Donc il y a plein de gens qui s'en servent. Et en fait, il y a plein de gens qui s'en servent pour construire leur propre système et vous mettre à dispo des moyens de déployer votre code sans que vous ayez besoin de vous-même produire des images. Donc on est tous un petit peu utilisateurs des build packs sans trop le savoir. Donc si Google utilise des build packs, je vois pas pourquoi moi je pourrais pas aussi utiliser des build packs sur des projets, hein. Quels sont les avantages d'utiliser des build packs finalement? Moi, le premier truc que j'y vois, c'est que j'ai plus besoin de maintenir un Dockerfile et ça m'enlève une belle épine du pied. Parce que finalement, écrire un Dockerfile, on peut récupérer un Dockerfile sur un projet, sur Stack Overflow, sur ChatGPT, ce qu'on veut. Si j'ai ce truc-là en moins à écrire, maintenir et devoir faire évoluer, c'est plutôt une bonne chose. Pour les entreprises qui bossent, qui ont des dizaines de projets et qui maintiennent des Dockerfiles communs sur tous les projets. Donc, on a des copies de Dockerfiles dans tous les repos. Quand il faut faire des modifications, il faut faire des merge requests sur des change requests sur tout un tas de projets pour aller mettre à jour le Dockerfile, etc. C'est l'enfer. Donc là, finalement, si on peut faire abstraction de tout ça, c'est plutôt chouette. Buildpack va gérer du cache, réutiliser des layers. Donc ça, je ne vous l'ai pas montré dans le détail, mais ça va fonctionner comme ça. Ça utilise de la modularité, c'est modulable. Quand on va avoir un builder qui va contenir plein de build packs, en fait, par exemple, le build pack qui génère les certificats qui sont posés sur les layers basses de nos images, en fait, ce build pack qui sera utilisé pour tous les langages. Donc, on va aussi avoir ce genre d'avantage. Et puis, un truc aussi intéressant, c'est que pour les gens qui sont intéressés par la sécu, je pense à votre RSSI ou votre RSO. C'est des gens qui sont toujours inquiets, ils ont raison, de savoir quelles sont les versions des binaires qui sont présentes dans vos images. Parce qu'ils veulent savoir si, dans leur parc applicatif, est-ce qu'il y a des applications qui sont vulnérables à la prochaine faille Log4j. Et donc, avec les build packs, chaque build pack contribue à l'écriture d'un petit software bill of materials qui référence l'ensemble des binaires de chaque layer. Et on peut le récupérer très facilement avec la commande pack. Donc, pour l'image qu'on a construite ensemble, ah non, c'est pas celle-là, je l'avais appelée ma jolie image. Mais là, donc, j'ai une image qui s'appelle Pet Clinic. J'ai téléchargé avec la commande pack sbom, je télécharge l'ensemble des software bill of materials de mon image. Et ensuite, si je regarde le contenu, j'ai des fichiers de bill of materials dans tout un tas de formats. Donc j'y connais rien du tout, hein, mais a priori les fichiers SIFT là, SYFT, c'est des trucs qui sont plutôt utilisés.
Et donc, vous filez ça à vos RSO, vos RSSI, ils claquent ça dans leur outil de sécurité, et puis ils sont capables d'avoir une vision des binaires qui tournent sur vos clusters cubes. Yeah! C'est pas hyper sexy, mais ça peut vraiment changer la vie le jour où adviendra la prochaine Log4j. Un truc qui est hyper intéressant aussi, c'est la reproductibilité des builds. C'est le pourquoi de l'image qu'on a construite ensemble tout à l'heure. Elle date d'il y a 43 ans. En fait, ce que proposent les build packs, c'est que quand on construit une image à partir d'un code source, si on construit plusieurs fois l'image à partir du même code source, ça produira exactement la même image à l'octet près. Ça veut dire quoi? Alors ça passe par la nécessité de mettre à zéro toutes les dates de fichiers. Puisqu'en fait, quand vous clonez un repo Git, les fichiers sont créés sur votre file system. Donc il y a les timestamps qui sont positionnés là sur les différents fichiers. Donc c'est pour ça qu'on voit que les images sont produites il y a 43 ans. Parce que les fichiers sont positionnés en création de date 1er janvier 1980. Je crois que c'est l'époque, enfin vous savez la date 0 en Windows 80. En Linux c'est 70. Je crois que c'est la date Windows 80. Et donc ça nous produit des images qui ont été créées il y a 43 ans. Mais après tout, finalement, c'est peut-être pas hyper important. Ce qui est intéressant dans cette notion de reproductibilité des builds, c'est que ça facilite grandement la gestion du cache. Si par exemple vous avez du code pour lequel il y a tout un tas de trucs qui ne changent pas, par exemple vos versions de librairie, le JRE que vous utilisez, et ben, quand vous allez construire votre image, les layers qui seront produites seront strictement les mêmes que celles qui auraient été produites par un autre build pack qui se serait exécuté à un autre moment. On peut aller assez loin dans ces idées-là. Hein. Ça, je ne vais pas vous la faire la démo, mais grosso modo, voilà, le même code. J'ai produit une image avant-hier avec du code source. Je produis une image aujourd'hui. J'obtiendrai strictement la même image. Derrière, l'idée, c'est que pour le même code source, une image OCI qui serait produite par un développeur ou une développeuse sur son poste de travail, en faisant pack build quelque chose, et ben, ça aura exactement la même signature, les mêmes layers à l'octet près qu'une image qui aurait été produite par un build d'intégration continue. Donc ça c'est intéressant quand on pense à des choses comme les process d'intégration continue c'est un petit peu lent et donc je voudrais pouvoir produire vite une image sur mon poste pour pouvoir la pusher en prod parce que j'ai un correctif ultra urgent à poster. En fait finalement ça devient possible en fait. Ce qui est aussi intéressant c'est que quand on gère des branches Git avec des merges etc. Parfois, on a le même code source qui se retrouve dans plusieurs branches et donc on produit des images différentes. Là, finalement, ce sera la même. Il y aura la même signature. Donc, c'est du gain de place à la fin sur nos registries. Et puis, on peut faire des trucs un petit peu foufou, du shift left, de production d'images sur les postes des devs. Un point dont je parlais tout à l'heure, c'est, vous savez, on a un fichier JSON qui définit ce que c'est une image. Si on change un bout de ce JSON et qu'on repousse le JSON dans le registry, on serait capable de faire du rebase d'image. Donc c'est bien ce que ça veut dire. Hein. C'est exactement comme un rebase Git. Hein. Vous pouvez changer les layers basses de vos images. Donc c'est ce que proposent les build packs. Je ne vous fais pas la démo parce que je suis un peu juste en timing. Donc ça se fait avec une commande pack rebase. Et puis donc là, ce que proposent les build packs, c'est de changer la layer la plus basse. Ils n'ont pas outillé entièrement encore le processus, mais on peut mettre à jour les layers de système d'exploitation, la couche distrib là, avec une seule commande, sans reproduire l'image, sans devoir recompiler le code, etc. Ça, je vous parle. Je vous passe, je vais avancer directement sur ce qu'il faut retenir. Les build packs, c'est hyper cool. Moi, j'ai découvert ça en début d'année, en janvier-février. Ça permet de construire des images pour tous vos langages. Ça génère des SBOM. Ça se fait tout seul, on a besoin de rien faire en plus. Ça gère le cache Docker. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de configurer du cache Docker, c'est l'enfer.
C'est facile d'utilisation, une ligne de commande et on a construit quelque chose, ça implémente toutes les bonnes pratiques. Les builds sont reproductibles, on peut rebase nos images, ça c'est des trucs de dingue, même si c'est pas forcément hyper bien outillé parce que c'est encore un projet qui est en phase incubating à la CNCF. Mais il y a quand même des avantages. Créer son propre builder, c'est hyper compliqué. Il faut écrire des scripts shell. Alors il y a des tutos sur la documentation de Buildpack, mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas évident et il y a beaucoup de gens qui se cassent les dents sur le fait de créer son propre builder. Par défaut, ça ne supporte pas les architectures de type ARM par exemple. Il n'y a aucun builder disponible aujourd'hui sur le marché, dans la communauté, pour construire des images sur les architectures alternatives. Aussi petit désavantage, le CLI Pack, même si on n'a pas besoin de Dockerfile, il utilise Docker. Il utilise Docker, pourquoi? Parce que le builder, c'est une image, et donc il faut bien exécuter ça dans un moteur de container. Donc ça utilise Docker. Par contre, il y a aussi moyen d'exécuter un builder sans utiliser Docker. Il y a un truc qui s'appelle Kpack, qui permet d'utiliser des build packs dans un cluster cube. Et puis Tectone, ça fait à peu près la même chose, utiliser des builders dans un cluster cube. Customiser des bitpacks, c'est pas forcément évident, ça nécessite quand même de passer pas mal de variables. Si vous voulez changer la version du runtime, si vous voulez rajouter des options de lancement sur le JVM, etc. C'est parfois un petit peu compliqué. Néanmoins, c'est génial si vous avez des projets, vous voulez démarrer très vite, sans avoir besoin de vous casser la tête à reprendre un Dockerfile qui serait bien propre. Vous mettez votre code, vous exécutez un build pack et vous avez une image OCI que vous déployez sur votre cluster cube et votre RSSI sera content. Voilà ce que j'avais à vous raconter. Merci à tous pour votre attention. Si vous avez aimé ce talk ou pas, si vous avez des remarques constructives ou pas, n'hésitez pas à me laisser un petit feedback en suivant le QR code que j'affiche. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux sous le handle Code Caillou, à la fois sur Twitter et sur Blue Sky. On n'a pas de temps pour les questions? On est just? On est just, ouais. Je vous propose d'aller le voir directement. C'est vrai que comme ça, on ne mange pas trop la pause. Voilà, mais allez le voir, il est dispo, je pense. Et puis voilà. Merci beaucoup. Exactement. Merci à vous.